Alors sur le forum FIC 2014, nos amis intervenants, contributeurs, participants à l'initiative de TechTalk, de monter ce plateau sur le FIC, nous ont souvent présenté des solutions, des dispositifs, des logiciels aussi. Bon. Et tout un discours, toute une phraséologie parfaitement légitime autour de la nécessaire prudence qui est le premier des réflexes à avoir pour tenir une bonne sécurité du capital informationnel de l'entreprise. Mais cette entreprise est composée d'hommes et de femmes qui sont au service de son objet social. Et il n'est pas toujours évident que dans cette entreprise, nous ayons toutes les compétences requises pour répondre aux impacts multilevel de l'instauration d'une stratégie de cybersécurité. Et c'est ce dont donc, la société Intrinsèque, en la personne donc, de Cyril Barthélémy, est venue nous parler, à savoir que votre constat, c'est le suivant. Tout le monde ne peut pas faire tous les métiers, c'est bien d'implémenter des solutions, mais il est nécessaire d'intégrer dans la démarche intellectuelle une logique d'accompagnement. Et parce que votre raisonnement est intéressant sur un point qui a vraiment retenu mon attention, c'est que vous évoquez cette nécessité de mutualiser les efforts entre toutes les parties prenantes. Et finalement, le métier dont vous allez nous parler, c'est un petit peu celui de, alors peut-être à mi-chemin entre chef d'orchestre et architecte de ce nouveau système d'information intégrant ces composantes sécuritaires. J'ai bon ? Vous avez tout bon, c'est juste qu'on a un certain nombre d'interlocuteurs en face de nous qui ont des contraintes communes, qui ont un métier. Leur métier, c'est pas de faire de la sécurité, et ils ont un métier à protéger. Et ils ont eu le raisonnement de le protéger par des mesures techniques. L'intérêt qu'on voit à la mutualisation et à l'accompagnement dans la durée, c'est de prendre en charge pour eux le maintien de l'expertise, le maintien en conditions de sécurité, et de les accompagner durablement, c'est-à-dire de partir de leurs constats, de leurs enjeux, et de prendre dans leur contexte des bonnes mesures de sécurité, d'assumer des actions avec eux, d'assumer un suivi, d'avoir des vrais engagements de service, au même titre qu'un format d'infogérance, mais sur des sujets de sécurité. Donc d'être capable de les accompagner opérationnellement au quotidien et de le proposer sous un format qui soit accessible à des acteurs de différentes tailles, que ce soit quelque chose qui démocratise un petit peu ce type de service, en le proposant pour des PME, des ETI, des institutions, mais à des niveaux locaux aussi, pas uniquement à des niveaux nationaux. Alors, j'aimerais vous demander où se trouve l'expertise. C'est-à-dire que vous, en tant que tiers de confiance accompagnant l'entreprise dans la mise en place des bons dispositifs, vous avez évidemment l'expertise. Mais est-ce que l'objectif, c'est de développer aussi l'expertise sur ce thème sécuritaire dans l'entreprise qui est votre client, notamment? Pas de développer de l'expertise, je dirais plutôt de développer un état d'esprit et une conscience. Nous, on a deux expertises à développer. On a une expertise qui est la nôtre, qui est notre métier, et puis on a une expertise du métier de nos clients pour comprendre leurs enjeux. À côté, ce qui est utile, c'est que le client, lui, développe sa culture sur ce sujet, comprenne ses enjeux, s'engage sur les actions qu'il doit porter. On n'est pas les seuls à être en capacité à dire on prend la responsabilité de votre sécurité. On est dans un partenariat à expliquer que vous nous expliquez vos enjeux et nous, on va assurer une forme d'engagement, mais c'est quelque chose qui est mutuel. Donc l'expertise qu'ils doivent développer, c'est la prise en compte de ces thématiques dans l'exercice de leur métier. Est-ce que ça vous amène, est-ce que ça vous conduit à faire des choix de doctrine en quelque sorte, notamment dans le choix des outils? Est-ce que vous allez peut-être plutôt privilégier les outils qui répondent à la typologie des outils locatifs dans le cloud, etc. Est-ce que vous allez parfois amener l'entreprise, au contraire, peut-être à cloisonner ses systèmes d'information et à peut-être revenir en mode local? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de des situations possibles et de ce que sont vos choix les plus fréquents, on va dire? Je crois qu'il y a autant de typologies de cas que de clients, parce qu'on est beaucoup sur des approches de sur-mesure. L'idée générale étant de dire que quand on est sur des sujets où la souveraineté a du sens, on va privilégier ce genre d'outils. Quand on est dans une logique à développer des partenariats avec un certain nombre d'éditeurs et à avoir cette logique de souscription. On cherche à
être capable de proposer quelque chose de très souple qui s'adapte aux besoins, aux évolutions des entreprises et qui les fige un peu moins dans de l'acquisition de matériel ou de logiciels de manière définitive. Et ensuite, plutôt d'être pragmatique parce qu'on exploite les outils pour leur compte. Donc, ce qui veut dire qu'aller implanter des outils dont la moitié des fonctionnalités sont inutiles ou ne correspondent pas aux besoins ne va pas apporter un service in fine ou pas apporter une bonne réponse. Donc la typologie des choix de solutions qu'on fait, elle se fait surtout en fonction des enjeux. Ce qui veut dire qu'on part des besoins métiers en termes de sécurité pour déterminer quels enjeux de sécurité on met en face et quelle typologie de produits on met en face. Alors, je pense que vous êtes le parfait observateur pour nous dire, selon vous, comment évolue le métier des RSSI. Est-ce que vous pourriez mettre le doigt sur les enjeux que doivent prendre en compte les RSSI aujourd'hui? Là, nous sommes début 2014, sur le FIC 2014, ça tombe bien. Quoi de neuf? Et d'abord, parce qu'il y a une actu quand même pour chaque métier, il y a des choses qui évoluent. Quoi de neuf de ce côté-là? Et si possible, sans rentrer dans l'exercice de prospective ni de boule de cristal, nous dire un petit peu ce à quoi il faut s'attendre dans les mois, les années à venir. Sur le sujet RSSI, il y a autant de postes, pour faire une réponse parallèle, il y a autant de postes et de positions. Je crois qu'on part déjà du point de départ de où en est le RSSI dans l'organigramme et dans son rattachement. L'évolution, elle se fait sur la prise en compte du cadre réglementaire. Il y a une évolution qui est un peu plus proche du monde anglo-saxon avec la prise en compte des risques. Ça, c'est une vraie évolution qu'on constate dans les expressions de besoins et dans les échanges qu'on a avec nos clients, c'est-à-dire d'avoir une approche pour plus préciser métier. ma question. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore appeler ça un RSSI? À plein d'endroits, oui, je pense qu'il y a plein d'endroits et il y a d'autres fonctions qui se créent sur la protection de la donnée. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de fonctions qui émergent? Des gens qui sont en charge de la protection de la donnée, de l'information, en tout cas. Des data managers ou l'information manager. Et ce sont le RSSI reste en fonction, notamment sur un versant opérationnel et gouvernance. Mais ce sont des métiers qui n'existaient pas avant? Non, c'est des métiers qui n'existaient pas avant. Voilà, d'accord. Ça existe après sur des typologies de structures qui manipulent et qui génèrent énormément d'informations, où le cœur de business ou le cœur de valeur de l'entreprise est beaucoup basé sur de l'information. Des gens qui ont du secret industriel ou des gens qui génèrent de la valeur à partir des informations qu'ils créent. Alors moi je voudrais simplement savoir, est-ce que vous avez encore besoin là, maintenant, de faire un travail d'évangélisation auprès des directions générales pour leur expliquer l'intérêt de vos missions, ou est-ce que c'est mieux vendu qu'avant grâce à l'actu, grâce à la conscientisation? Ça a un peu changé, mais il y a un travail d'évangélisation qui est constant. Ça a un peu changé. Vos arguments pour éveiller les élites et leur faire comprendre l'intérêt de votre mission? De leur faire comprendre les enjeux métiers et on reprend en fait les enjeux médiatisés, on reprend, je pense que le fait que la cybersécurité soit établie comme une priorité nationale joue beaucoup en la faveur de ce métier. Depuis les événements Sony avec le PSN ou Snowden avec Prism, ça joue aussi, ça fait poser beaucoup de questions et les gens sont plutôt sensibles. On avait vu une vague de prise de conscience à un niveau exécutif suite à l'affaire du PSN. On a le même genre de questions qui réapparaissent avec Prism. On imagine que dans le domaine du retail, l'affaire Target des derniers jours fait poser les mêmes questions, fait prendre conscience qu'on cible des choses de manière plus précise dans des terminaux mobiles, pas uniquement une attaque empirique, poste de travail ou serveur. Mais oui, il y a un travail d'évangélisation qui est constant, notamment parce qu'il y a des populations, des domaines métiers qui sont largement sensibles au sujet de sécurité et des gens qui petit à petit prennent conscience qu'ils font partie d'un tout qui est globalement exposé et qui ne sont pas forcément une cible directe. Alors, en question de synthèse et de fin qui positionne aussi un petit peu clairement votre réponse professionnelle, votre offre, je voudrais savoir comment vous vous y prenez, vous qui orchestrez la mise en œuvre de différents dispositifs et qui accompagnez les entreprises. Comment est-ce que vous travaillez sur l'équilibre, le nécessaire équilibre qui doit exister entre les aspects fonctionnels, c'est-à-dire des outils qui plaisent et qu'on utilise, etc. Les aspects organisationnels, ça transforme l'entreprise. Et les aspects culturels, puisqu'il faut former, il faut générer de l'adhésion, il faut stimuler les salariés pour qu'ils rentrent dans cette logique de prudence, évidemment, et cette méthodologie. C'est un peu compliqué tout ça. Bon. D'abord, est-ce que je mets le doigt sur ce qui est un peu votre métier? On est d'accord? C'est ça, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques clés de lecture sur l'art de créer cet équilibre entre ces exigences qu'il est compliqué de réunir? Ça dépend de la position qu'on donne aux partenaires avec qui on travaille. Quand vous êtes sollicité pour travailler sur un projet unitaire de manière ponctuelle, vous participez finalement peu à la création de cette alchimie.
Là où ça fonctionne plus correctement avec un partenaire, c'est quand vous avez une idée de départ qui vous fait prendre conscience d'un certain nombre de risques, qu'après vous mettez en place des dispositifs qui sont et sur un versant opérationnel et sur un versant organisationnel, qui vous permettent de piloter les changements à la fois sur la structure, sur la façon de travailler, sur les messages que vous envoyez depuis la direction aux managers, aux opérationnels, aux employés, à l'écosystème de l'entreprise, et puis leur réalité technique opérationnelle. Et nous, le chemin qu'on trouve plutôt vertueux, donc de partir du métier avec le support exécutif et d'avoir un dispositif qui soit et technique et organisationnel, mais qui soit cohérent. Vous savez, je vous propose une chose, c'est que à partir du moment où vous avez vous-même prononcé ce terme d'alchimie et qu'on parle de la complexité d'équilibre qu'il faut créer entre plusieurs objectifs à atteindre, et que j'imagine qu'on a évidemment mis le doigt là sur la complexité de votre mission, est-ce que vous seriez d'accord pour nous rejoindre dans le contexte de la communauté TechTalk sur des plateaux où on va pouvoir réunir différentes parties prenantes et pourquoi pas certains de vos clients, certains de vos partenaires, pour qu'on puisse voir un petit peu comment fonctionne comment on prend la mayonnaise, quoi, hein, parce que c'est vraiment là qu'on a, me semble-t-il, une frontière à atteindre en termes de performance dans l'adoption de la cybersécurité. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller un petit peu plus loin d'une part, et est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile pour votre métier aussi ? C'est sûr, et d'autant qu'on arrive à avoir des retours d'expérience et des gens qui sont prêts à partager, y compris client final. Et alors que c'est la difficulté, notamment en réaction sur incident, par exemple, c'est difficile de faire partager les gens sur les difficultés qu'ils ont rencontrées. Alors on arrive à avoir nous aider à les faire venir. Peut-être nous aider à partager un petit peu ça avec la communauté. Bon, ok. Parce que c'est là, je pense que ça sera plus loin, plus intéressant d'aller plus loin sur ce thème du retour d'expérience. Donc si vous êtes d'accord, je propose à nos amis internautes d'aller un petit peu d'aller un petit peu creuser, à voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, hein, parce que tout ça m'a l'air d'une très grande richesse. Ok, bah merci. Moi, je commence à avoir plus de voix parce qu'il faut crier sur le salon pour s'entendre parler. Chers amis internautes, n'hésitez pas à challenger Cyril Barthélémy. J'imagine que par vos questions, peut-être, ça lui donnera envie de répondre et de s'investir dans un petit peu plus encore de pédagogie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur les prochains plateaux du FIC 2014. C'est pas terminé. Merci.